Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace. Aux victimes du terrorisme, des bombardements, du crime, de la barbarie. À nos compatriotes et à nos alliés, hommes et femmes qui se battent sous l'uniforme ou dans l'ombre. Remerciements. Cet essai est le produit d'une réflexion qui s'est nourrie de discussions, de recherches, de l'observation du terrain et de l'expérience. Une réflexion n'est jamais parfaite ni aboutie. Espérons que celle-ci pourra être améliorée et enrichie par les critiques et commentaires que les lecteurs voudront bien m'adresser. Merci à toutes celles et ceux qui ont bien voulu me faire partager leur propre expérience, leur savoir, leurs interrogations, leurs analyses, ou qui ont pris le temps de relire et d'annoter le manuscrit. Abdallah, Abed Ahmed militaire, Alain Ali, Antoine militaire et historien, Antoine universitaire, Cédric, ex-militaire, Demba, Daimon, Hélène, Emmanuel, Florian, Frédéric, Guy, Amit militaire, Hélène, Henri, ex-militaire, Hervé ex-militaire, Hervé réserviste, Issin militaire, Ilem, Jacques commerçant, Jean-Bernard militaire, Jean-Jacques ex-militaire, Jean-Laurent ex-militaire, Joseph Kader Khalifatou, Karim Kokoy, Michel militaire, Marc-Antoine Naïm Nara Nicolas ex-militaire, Olivier ex-militaire, Olivier ex-militaire, Oumar militaire, Philippe historien, Pierre, Rodolphe, Rouzanne, Ruth Samia Saminou militaire, Jpreza Stéphane ex-militaire, Thérèse Thierry ex-gendarme, Valérie militaire, Yannick ex-militaire, etc., ainsi que les anciens d'Indochine et d'Algérie. Merci aux chercheurs qui travaillent sur le sujet, ainsi qu'aux journalistes d'investigation qui vont sur le terrain pour en ramener des reportages édifiants. Merci à Denis Prienne de sa confiance et de son soutien, de la liberté d'expression qu'il donne à ses auteurs. Avec une pensée particulière pour Eliane Warga, Jean-Antoine et Marc-Antoine Manarini, ainsi qu'Olivier Poitier qui nous ont quittés trop tôt. 1 de Varigny C. La fin d'une race, l'insurrection des Sioux, dans la Revue des Deux Mondes, janvier-février 1891, pp 912 à 939, page 919, source, BNF Gallica. Citation. À l'ouest comme à l'est des montagnes rocheuses, les mêmes causes produisaient les mêmes effets. L'antagonisme des deux races s'accentuait, et l'inévitable résultat rendait l'Indien plus désespéré, le blanc plus impatient d'en finir. Les torts n'étaient pas tous du côté de celui-ci, ni l'agression toujours de son fait. Bien des colons payèrent de leur vie des actes d'iniquité qu'ils blâmaient. D'odieuses tortures infligées par les Indiens à des femmes et à des enfants exaspéraient contre eux l'opinion publique. Ils frappaient en aveugle, et l'atrocité de leur vengeance faisait oublier l'intensité de leur souffrance. Vainement le gouvernement s'interposait. Il était souvent trop tard. Les événements paralysaient ses efforts, et son intervention pour prévenir un conflit aboutissait presque toujours à une expédition militaire pour réprimer une insurrection. Dieu ne doit pas bénir la seule à MERIQUE, mais toute l'humanité. L'attentat du 11 septembre, inattendu dans son envergure, hautement destructeur et meurtrier, injuste et écœurant, a rappelé l'attaque de Pearl Harbor du 7 décembre 1941. Mais pour autant, il ne faudrait pas que la similitude entre ces deux événements nous renvoie à la guerre du Pacifique. Le raid japonais avait été lancé au nom d'une idéologie impérialiste simple et brutale à laquelle les Américains purent répondre grâce à leur industrie de guerre et la bravoure C. Le Leur Boys, les avions suicides eux, ont surgi d'une autre réalité beaucoup plus complexe celle-là. On aimerait pourtant que les choses soient simples. L'Amérique et tout l'Occident avec elle ont été la cible d'un mouvement religieux intégriste soutenu par certains États islamiques. Et il suffirait de lever une armée, de partir en guerre pour mettre un terme à la menace. Or, si l'on considère précisément les cibles visées par les attentats, c'est-à-dire le Pentagone et le World Trade Center, on comprendra que ce n'est pas vraiment le peuple américain ni les valeurs de l'Occident qui sont en jeu, mais l'hégémonie yankee. La chute du mur n'a pas seulement eu pour conséquence de mettre fin à un monde bipolaire, en donnant une victoire sans partage aux géants américains, il a aussi enlevé aux masses défavorisées de la planète tout espoir de salut. Depuis 1989, la politique étrangère américaine, désormais soumise à aucun contre-pouvoir, s'emploie, non sans maladresse et naïveté, à créer un monde monolithique, dominé par l'économie de marché et les références occidentales. Soutenu par l'armée et la grande finance,
elle a malheureusement contribué à aggraver la misère dans le monde. Il faut ajouter à cela les situations de crise. En Occident, nous avons été choqués et même meurtris au plus profond de notre être par les images de l'attentat de New York. Une violence palpable cette fois a brutalement fait irruption dans nos consciences. Pourtant, cette même violence qui assassine l'innocent est distillée journellement, ici et là, hors de nos frontières, sans que nous en soyons particulièrement émus. L'embargo sur l'Irak tue des enfants chaque jour. Des Palestiniens meurent également chaque jour pour oser réclamer un État et un territoire, autrement dit les attributs de la liberté. Les populations civiles de Tchétchénie sont soumises dans l'indifférence générale à l'arbitraire, au viol, aux exécutions sommaires. La réalité quotidienne de l'univers où se recrutent les kamikazes d'Allah est faite de misère, de violence et d'injustice. Dans ce contexte, le fondamentalisme islamique peut être perçu comme un message d'espérance. Utilisé par des politiciens avertis, il se transforme en instrument de revendication d'ordre socio-économique. Manipulé par des chefs de guerre, qu'il ne faudrait surtout pas ravaler au rang de vulgaires terroristes, il devient une arme stratégique absolue. Autrement dit, le fondamentalisme islamique mis aujourd'hui en accusation n'est qu'un levier de résistance face à une réalité politique, sociale et économique intolérable, mise sur le compte, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, de la toute-puissante Amérique. Dès lors, l'attentat du 11 septembre doit plutôt nous renvoyer au bourbier vietnamien. Le nationalisme vietnamien, puissant et irréductible, s'était organisé lui aussi à partir d'une logique totalitaire. Les mécaniques fanatisés qui mouraient pour l'avènement de lendemain qui chantent sont ceux qui aujourd'hui se sacrifient pour rejoindre le paradis d'Allah. Il ne faudrait pas que, aidés de leurs alliés, les États-Unis s'attaquent aujourd'hui au fondamentalisme dans le monde, comme ils ont hier tenté de combattre le communisme au Vietnam. Se lancer dans la guerre sans remettre en question les rapports qu'entretiennent les nations riches avec les pays du Sud ne ferait que renforcer les tensions et entretenir le cycle de la violence. Autrement dit, réduire la réaction américaine à l'option militaire, toute légitime qu'elle soit, en faisant l'économie d'un examen de conscience, nous conduirait tous à l'horreur et la ruine. 14 septembre 2001. Marc Lemaire. Avant-propos. Les guerres de décolonisation du XXe siècle avaient durement éprouvé l'art militaire des puissances européennes. Être le plus fort n'avait pas suffi. Les règles avaient changé. Pour remporter la victoire, il aurait fallu oublier Clausewitz, peut-être lire Sun Tzu, sans aucun doute étudier Lénine et Mao. Cela n'aurait peut-être pas suffi cependant. Car même instruit, il est difficile de se défaire d'une culture de la guerre plusieurs fois millénaire. Difficile aussi de renoncer au pouvoir grisant de la force brute. Après les puissances coloniales, ce fut au tour des Américains, ces autres Européens, de goûter à l'échec dans ce qui fut le bourbier vietnamien. Et aujourd'hui, voilà nos cousins d'outre-Atlantique empêtrés dans le bourbier islamiste, sur une aire géographique bien plus large que l'Indochine, face à un ennemi plus redoutable. Bourbier dans lequel ils ont réussi à impliquer beaucoup de leurs alliés, dont la France. Présenté comme une attaque surprise portée contre le monde libre, leur 11 septembre 2001 ne fut en réalité que l'épisode spectaculaire de la guerre larvée qui les opposait depuis près d'une décennie déjà à la mouvance islamiste. En réponse à cette humiliation suprême, indifférents aux enseignements de leur propre histoire, ils privilégièrent encore l'emploi de la force. Comme cela était prévisible, et avait même été pronostiqué au lendemain des attentats, l'accélération de leur lutte antiterroriste ne fit que renforcer le terrorisme, étendre ses zones d'action, multiplier ses adeptes, tout en favorisant la montée de l'idéologie islamiste dans le monde musulman ainsi que son ancrage en Europe. Dans les jours qui suivirent le 10e anniversaire du 11 septembre, restant obstinément fermé à toute solution politique au Moyen-Orient, le président des États-Unis s'opposa à l'ONU, à la création d'un État palestinien, confinant résolument le peuple des territoires sous occupation israélienne à un sort abject, pourvoyeur de terrorisme. Le 18 mars 2015, à l'occasion des élections législatives, les Israéliens renouvelèrent leur confiance à leur Premier ministre, Benjamin Netanyahou, qui s'était clairement opposé au cours de sa campagne à la création d'un État palestinien pour au contraire promettre la poursuite du processus de colonisation.
À la violence du fort comme à celle que lui renvoient certains mouvements agissant au nom du faible, s'ajoute la manipulation des opinions. Les hommes et les femmes qui sèment la mort en déchiquetant leur propre corps sont qualifiés de monstres par ceux-là même qui les acculent au désespoir. Les authentiques terroristes qui ont envoyé ces kamikazes à la mort ne brandissent la cause des populations en détresse que pour conquérir un pouvoir qu'ils veulent absolu. Autrement dit, quel que soit leur bord, les faiseurs de guerre avancent en brouillant les repères. Les uns se posent en victimes de leur proie, les autres en héros d'un avenir meilleur. Hier, la politique conquérante de l'Occident avait pris pour prétexte la lutte anticommuniste. Elle maintient aujourd'hui son cap au nom de la lutte antiterroriste. Pour contrer cette dynamique mortifère et mener ses propres conquêtes, l'adversaire promettait hier des lendemains qui chantent. Il annonce aujourd'hui un monde plus juste sous la loi d'Allah. Pour tenter d'y voir plus clair, cet essai proposera une grille de lecture capable, non pas de tout expliquer, mais au moins de faire apparaître les principales lignes de force structurant les conflits opposant l'Occident à l'islamisme. Il sera question en fait de la guerre insurrectionnelle. En effet, tous les théâtres d'opération où prospère cette internationale aux multiples visages présentent un contexte insurrectionnel. Sans exclure d'autres approches, nous proposerons ici de centrer l'analyse de l'islamisme triomphant sur cette donnée majeure, généralement négligée au profit de diverses autres interprétations qui, sans être nécessairement fausses, sont opportunément exagérées ou biaisées jusqu'à induire des choix stratégiques catastrophiques. Pour construire notre grille de lecture, nous n'appréhendrons pas l'insurrection à partir de sa légitimité ou de sa non-légitimité. Il faut la considérer comme un phénomène mécanique et sociologique, récurrent dans l'histoire, à analyser sans parti pris. Il ne sera donc pas question d'assimiler de prime abord les insurgés à des monstres sans foi ni loi investis dans une forme de combat déloyal, voire criminel. Par nature, une insurrection armée ne peut s'inscrire ailleurs que dans l'illégalité ainsi que dans des formes de combat peu orthodoxes. La question éthique la concernant se situe dans les limites qu'elle se donne à l'usage de la violence. Nous la dissocierons également de la révolution, même s'il est vrai que celle-ci lui est généralement associée. Nous reviendrons par ailleurs sur les dogmes d'inspiration marxiste qui ont ensanglanté le XXe siècle. Il s'agira plus précisément dans cet essai, du marxisme-léninisme et du maoïsme. Sous prétexte de parvenir à une société pacifiée et égalitaire, ces deux courants conçurent, dans un contexte insurrectionnel, des outils de conquête du pouvoir reposant sur un profond mépris de la vie humaine. Quoi qu'en disent les partisans de Karl Marx, Lénine comme Mao furent bien ses héritiers. S'appuyant sur une démarche prétendument scientifique, ce dernier défendit en effet, comme dans l'islamisme qui nous intéresse, la vision d'un monde caricatural, pratiquement binaire, divisé en catégories antagonistes appelées à s'affronter dans le sang. Il présenta également la violence des justes comme un passage obligé vers l'avènement d'une humanité heureuse. Il était prévisible que de tels postulats feraient l'affaire de pervers en quête de pouvoir absolu. L'évocation des communismes de combat nés de la pensée marxiste ne visera pas à condamner le communisme tel que le pratiquèrent pacifiquement certaines sociétés, bien avant Marx, et que défendent encore aujourd'hui des communautés de par le monde. Elle ne devra pas conduire non plus à dénigrer toute l'œuvre de Marx, nombre des réflexions et outils d'analyse de cet auteur restant indispensables à la compréhension de nos sociétés capitalistes, avides de profit jusqu'à l'autodestruction. Pour développer notre sujet, nous présenterons dans une première partie la guerre insurrectionnelle, ses caractéristiques, ses armes et son évolution au cours du XXe siècle. La seconde partie traitera de la menace islamiste. La dernière partie proposera, par déduction, la stratégie contre-insurrectionnelle à adopter par l'Occident pour favoriser le recul de l'islamisme. Si cet essai, écrit par un occidental soucieux d'introspection, insistera sur le rôle néfaste de l'Occident dans la montée de l'islamisme et en déduira la part qu'il doit prendre dans son éradication, nous ne manquerons pas de rappeler que les responsabilités sont largement partagées par de nombreux acteurs non occidentaux. Première partie, le modèle insurrectionnel et son evolution. 1. Les CARACTERISTIQUES de la guerre insurrectionnelle. La guerre insurrectionnelle est de nature politique.
C'est, comme l'avait relevé David Galula, l'auteur de Counterinsurgency Warfare Theory and Practice, sa caractéristique fondamentale, qui la classe hors du champ d'étude des guerres classiques. L'action politique joue le rôle principal tout au long de la guerre insurrectionnelle. Il ne suffit pas au gouvernement de définir les objectifs politiques, de décider le volume de puissance militaire à y consacrer et de nouer des alliances ou de chercher à en défaire. La politique devient par elle-même une fonction opérationnelle. Nous allons donc commencer dans la première partie de cet essai par définir la guerre insurrectionnelle et en présenter les contours. Nous disposerons ainsi des clés de décryptage utiles à l'analyse de ce type de conflit qui, du milieu du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, met l'Occident en échec. L'insurrection, du bas latin insurrectio, action de s'élever, est selon la définition du Larousse, l'action de se soulever contre le pouvoir établi pour le renverser. Le soulèvement suppose un mouvement d'ensemble venant de l'intérieur, autrement dit l'action d'une population ou d'une partie de celle-ci contre l'autorité qui la dirige. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Compte tenu de cette définition, nous pouvons définir la guerre insurrectionnelle comme un soulèvement populaire organisé et armé visant le renversement du pouvoir en place. La guerre insurrectionnelle a dès lors 4 caractéristiques inhérentes à sa nature. À la faveur d'une insurrection, les leaders peuvent promettre et éventuellement réaliser une refonte en profondeur de la société et de son système politique. Au renversement du pouvoir décrié s'ajoute dès lors une révolution. Il est vrai que les révolutions sont en général associées aux insurrections, car pour que le peuple accepte de payer le prix de la guerre, il lui faut de réelles perspectives de changement. Cependant, les deux phénomènes doivent être impérativement dissociés si l'on veut pouvoir identifier les forces en jeu dans un conflit de type insurrectionnel. Nous allons ci-après détailler les 4 caractéristiques de la guerre insurrectionnelle, caractéristiques qui sont à prendre en compte dans l'élaboration de la stratégie contre-insurrectionnelle. 1. Le mécontentement populaire. Une population mécontente est pareille à une machine à vapeur dont on enflamme la chaudière. Au début, la mécanique ne fait rien d'autre que de chauffer et de libérer de la vapeur. C'est à ce moment-là, lorsqu'apparaissent les premières torsades de fumée noire, qu'il faut s'inquiéter et trouver le moyen d'éteindre le feu. Si rien n'est fait, que le foyer est au contraire alimenté, la température ne va cesser d'augmenter concentrant en quantité de la vapeur d'eau au cœur de la chaudière. En fin de processus, soit la machine ne peut transformer la puissance ainsi accumulée et elle explose, ce qui se traduit par une jacquerie ou une émeute, soit elle se met en mouvement. Le pouvoir en place peut encore tenter de prendre le contrôle de cette force en action en lui offrant un exutoire. Grand projet collectif, ennemi intérieur et ou extérieur. Mais s'il est discrédité, tenu pour responsable du mécontentement, la machine sera lancée contre lui. À l'origine des insurrections armées, nous retrouvons toujours une population exaspérée, sinon désespérée, acceptant le pari de la violence pour imposer le changement. Une population heureuse n'a aucun intérêt à mettre en jeu son quotidien pour un résultat hypothétique, qui n'apporterait en outre, dans le meilleur des cas, que peu d'avantages par rapport à ce qu'elle possède déjà. Il faut donc, pour que naisse un soulèvement populaire, une situation de crise ponctuelle sur fond d'injustice sociale ou un état permanent de souffrance. D'ailleurs, le jeu de certains groupuscules ou partis visant la conquête du pouvoir par la mobilisation des masses peut consister à aggraver le mécontentement populaire, à alimenter artificiellement la chaudière donc. Pour qu'un mécontentement, parvenu à son paroxysme, se transforme en insurrection, il faut évidemment que soit établi un lien de causalité entre les malheurs du peuple et le système de gouvernance. Ce lien est une évidence dans un régime tyrannique. C'est le contraire pour une catastrophe naturelle de grande ampleur, à moins que les pouvoirs publics se montrent incapables de gérer la situation. Par contre, face à une crise socio-économique majeure, la question va se poser. La situation et les souffrances qu'elle génère sont-elles le produit d'une mauvaise gouvernance ou pas ? Le diagnostic étant difficile à poser, le mécontentement populaire sera l'objet de manipulations provenant du pouvoir en place ainsi que des mouvements d'opposition. Le jeu du gouvernement consistera à désigner au peuple un coupable qui puisse le dédouaner,
ou tout au moins servir d'exutoire aux forces montantes de contestation. C'est là que trouvent leur place les théories apocalyptiques, les chasses aux sorcières, la stigmatisation de minorités religieuses, cathares, huguenots, juifs pour s'en tenir à l'histoire de France, ou encore la diabolisation de catégories sociales, aristocrates, bourgeois, patrons, riches. L'opposition peut de la même façon imputer la crise aux élites dirigeantes même si celle-ci dépasse par son ampleur les compétences d'un simple gouvernement, quel qu'il soit. Crise alimentaire secondaire à de grandes sécheresses, elle-même induite par le réchauffement climatique. Elle peut même, par l'usage abusif du droit de grève par exemple, aggraver délibérément la situation afin d'accroître le mécontentement et ainsi disposer de plus de force de contestation. L'insécurité peut également être cause de mécontentement populaire. Elle fera alors l'objet elle aussi de manipulation, le gouvernement s'efforçant d'en dissimuler la réalité, manipulation des chiffres, censure, etc. L'opposition s'attachant au contraire à la rendre omniprésente dans les esprits, discours récurrents sur le sujet, interprétations abusives, etc. À l'extrême, l'opposition pourra l'aggraver en l'encourageant voire en se livrant à des attentats terroristes. Il ne faut jamais perdre de vue qu'une opposition peut par ailleurs être soutenue, voire prise en main par une puissance étrangère aussi discrète que nuisible. En somme, il y a toujours au départ d'une insurrection un mécontentement populaire. Cependant, ce mécontentement peut être le produit ou l'objet de manipulation. Cette réalité rend la lecture d'une guerre insurrectionnelle difficile et rarement consensuelle. 2. L'implication de la population. Le combat insurrectionnel s'appuie par définition sur les populations qui lui fournissent le motif et les moyens de l'épreuve de force. Le renversement d'un gouvernement par une poignée d'individus est un coup d'État, a priori sans légitimité morale. Si la population est impliquée, il s'agit d'une insurrection, conférant à la conquête du pouvoir une certaine légitimité. En Chine, en 1911, le pouvoir impérial fut renversé par une insurrection conduite par un mouvement républicain. À peine installée, la République fut balayée par un coup d'État pour l'instauration d'un régime militaire. La guerre civile qui s'ensuivit favorisa la montée du Parti communiste chinois, qui s'empara finalement du pouvoir. En Russie, en 1917, le pouvoir tsariste fut renversé par une authentique insurrection venue de la rue. Le gouvernement provisoire qui lui succéda fut renversé par un coup d'État, celui des bolcheviks de Lénine, secondairement consolidé à la faveur de la guerre civile qui suivit. En Libye, en 1969, Kadhafi s'empara du pouvoir par un coup d'État militaire et fut renversé en 2011 par un mouvement insurrectionnel armé appuyé par l'OTAN. Au Chili, en 1973, dans un contexte de mécontentement populaire secondaire aux réformes gouvernementales et à une crise économique sévère, le président Allende fut renversé par une junte militaire. La nécessité d'une cause. La différence entre insurrection et coup d'État ayant été rappelée, il reste à savoir comment l'on passe du mécontentement à l'implication. Car la transformation ne se fait pas spontanément. Nous l'avons vu, la première manifestation d'un mécontentement poussé à l'extrême va être l'explosion de violence, une émeute ou une jacquerie. De la même façon, un groupuscule engagé dans la conquête du pouvoir au nom du peuple ne va pas systématiquement entraîner celui-ci derrière lui. Autrement dit, même chauffée à blanc, la machine à vapeur ne va pas nécessairement se mettre en mouvement et même mise en mouvement, ne va pas nécessairement marcher contre le pouvoir. Il y aura par ailleurs plusieurs populations mécontentes, aux intérêts et sensibilités divergents, c'est-à-dire plusieurs machines à vapeur, susceptibles dans leur mouvement, de s'entrechoquer, voire de s'opposer délibérément, dans tous les cas de consommer leur puissance dans des conflits intestins épargnant le pouvoir. L'ingrédient majeur qui va permettre de fédérer, d'accroître même, et de canaliser les forces nées du mécontentement, est la cause. La cause est à la fois un point de convergence pour des forces qui s'épuisaient jusque-là dans des mouvements désorganisés, et un point lumineux pour des esprits cherchant à fuir l'obscurité. Elle ne fait pas qu'offrir un point de convergence, elle attire aussi. David Galula a fait de la nécessité d'une cause, un principe de la guerre insurrectionnelle. La première nécessité pour un insurgé qui vise à faire plus que simplement semer le désordre, est de porter une cause séduisante.
Il faut une cause pour deux raisons principales: les risques que l'entreprise comporte et le fait que les éléments de soutien au sein de la population, qu'ils soient spontanés ou non, ne peuvent être recrutés que par la persuasion. Une bonne cause confère à l'insurgé un atout formidable, bien qu'immatériel, qu'il peut progressivement transformer en une force concrète. La cause est en général la liberté. Liberté à l'égard d'un tyran, d'une oligarchie ou d'une minorité dominante qu'il s'agit de renverser, d'un occupant étranger qu'il faut chasser, d'un régime politique à réformer, de la monarchie absolue à la monarchie parlementaire, voire à remplacer, de la dictature à la démocratie, d'un régime d'apartheid à abolir, etc. En nous représentant un axe virtuel, le long duquel les insurgés progressent, la cause se situe derrière le pouvoir contesté. C'est-à-dire que, pour l'atteindre, il faut d'abord balayer le pouvoir en place. Pour prendre la tête d'une insurrection et fédérer les forces qui la composent, il faut donc une cause, mais aussi un individu ou une organisation incarnant celle-ci. Lorsqu'une insurrection naissante n'a pas de leader incontesté, nous assistons à une lutte de pouvoir interne dont finit par émerger un seul candidat qui est en général le plus violent sans être nécessairement le meilleur pour répondre dans le temps aux aspirations des populations. Le rôle de la coercition. Aux mains d'un gouvernement, la coercition peut à elle seule mobiliser tout un peuple dans une seule et même direction. Elle génère de la peur, voire de la terreur, contraignant les individus à la soumission et empêchant les plus courageux de se reconnaître entre eux pour se réunir et organiser la contestation. Pour une insurrection, la coercition ne peut suffire. Elle peut en revanche appuyer une politique de séduction organisée autour d'une cause. La cause est la carotte, la coercition le bâton. Les individus ne se pliant pas aux exigences de la direction insurrectionnelle ne sont pas qualifiés de terroristes, rebelles ou bandits selon la terminologie des loyalistes, mais de traîtres, de contre-révolutionnaires, de réactionnaires, d'ennemis du peuple, de collabos. Une fois l'accusation portée, les mesures d'intimidation et les actes violents comme les simulacres de jugement et les exécutions expéditives peuvent s'exercer dans une apparente légitimité morale. En plus de rallier les sujets hésitants ou récalcitrants, la coercition permet de neutraliser les opposants de la direction insurrectionnelle. David Galula opposa au modèle orthodoxe, qui suit les étapes normales d'une insurrection armée: création d'un parti, constitution d'un front uni, guérilla, guerre de mouvement, campagne d'annihilation, le modèle bourgeois nationaliste. Dans le second, une organisation minoritaire qui n'a pas d'assises populaires va faire l'économie des deux premières étapes du modèle de référence en recourant d'emblée au terrorisme. Tout d'abord un terrorisme aveugle, conçu pour faire la publicité de l'organisation et de sa cause, puis un terrorisme sélectif destiné à isoler les loyalistes des masses en ne ciblant que les personnes proches du pouvoir ou collaborant avec lui. Lorsqu'une idéologie vient en appui de la cause, il est encore plus facile de désigner des coupables aux populations pour la nécessaire mise en spectacle de la coercition. Les marxistes s'en prennent aux riches, les islamistes aux mécréants. Cependant, pour que les masses s'impliquent largement aux côtés de l'insurrection, il faut un juste dosage entre séduction et coercition. Un usage abusif de cette seconde peut pousser les populations dans les bras du pouvoir légal, ou donner naissance à une troisième force. En Indochine, le Viet Minh qui élimina un grand nombre de notables et de traîtres, par le biais d'assassinats ou de simulacres de procès populaires, semble avoir trouvé le juste équilibre dans sa stratégie de ralliement des populations, en étant aidé, nous y reviendrons, par la répression aveugle de la France. La politique de terreur appliquée par le FLN algérien aux populations ayant apporté leur soutien à la France ou à des partis concurrents eut des effets contre-productifs majeurs. Des milliers de villageois entrèrent dans la guerre contre ce mouvement par pur esprit de vengeance. Le rôle des idéologies. L'implication de la population peut être renforcée par une idéologie, l'idéologie étant définie ici comme un système de pensée, de croyances et de règles dogmatiques permettant de formater les esprits pour en disposer librement dans la marche vers le pouvoir. Qu'elle prenne ses racines dans une religion dévoyée, la religion catholique pour les inquisiteurs, l'islam pour les islamistes, dans de pseudo-sciences anthropologiques, nazisme ou socio-économiques, marxisme,
l'idéologie s'impose comme une vérité absolue exigeant la soumission et la collaboration de chacun. Distillée au sein des masses, elle finit par créer un corps social homogène, indissociable de la tête pensante qui l'a endoctriné, obéissant aveuglément jusqu'à accepter le sacrifice suprême. Même si elle repose initialement sur une cause à défendre, l'implication de la population peut à terme n'être que le résultat de l'imprégnation idéologique. Il faut ici insister sur les points suivants. Il résulte des règles précédentes que, pour déraciner une idéologie qui s'empare d'une population, il faut traiter la cause. Dans la Grèce libérée de l'occupant nazi, privée d'un authentique ennemi, l'insurrection communiste 1945 à 1950 resta sans lendemain. En Malaisie, le mouvement communiste qui s'était posé en champion de la cause indépendantiste se retrouva sans support populaire lorsque l'occupant britannique s'engagea dans un authentique processus de décolonisation. Même chose au Cameroun, où la rébellion communiste fut rapidement isolée par la proclamation à l'initiative de la France de l'indépendance. A contrario, l'obstination de la France en Indochine, contraire aux aspirations indépendantistes, enracina le communisme au sein des populations. Le rôle des révolutions. Nous l'avons déjà dit, les révolutions sont en général associées aux insurrections. Autrement dit, la seule disparition du gouvernement en place n'apparaît pas comme suffisante pour atteindre la cause. Sur notre axe virtuel, les insurgés ont entre eux et le but à atteindre, un pouvoir qu'il faut balayer et une révolution qu'il faut mener. Sur cet axe en question, comment situer la révolution par rapport à l'insurrection ? En fait, tous les cas de figure sont possibles. La révolution peut se faire de façon subversive, dans le temps, pour préparer les esprits à l'insurrection. C'est la stratégie des frères musulmans. Elle peut se faire de façon plus franche, au cours de l'insurrection, pour accompagner et soutenir celle-ci. C'est ainsi que procéda Mao, et que procède aujourd'hui l'État islamique. Elle peut se faire enfin, une fois le pouvoir conquis. C'est ce qui se passa dans le cas de la Révolution française, révolution qui commença en réalité, par une insurrection du peuple parisien contre le pouvoir royal. C'est aussi ce qui se passa à Cuba. La révolution marxiste-léniniste ne débuta qu'après la prise du pouvoir, 1959. En Iran, en 1978, les islamistes chiites conquirent le pouvoir aux dépens du Shah avant de mettre en œuvre leur programme révolutionnaire. Le rôle des loyalistes. Les loyalistes jouent généralement un rôle important dans l'implication des populations, aux côtés des insurgés. Puisqu'elles sont indispensables à l'insurrection, les populations finissent invariablement par intéresser les stratèges du pouvoir en place. Cependant, comme ces derniers disposent déjà de l'avantage des moyens de la guerre, ces populations ne deviennent leur préoccupation que dans la mesure où elles sont susceptibles d'aider les insurgés. Leur réflexe n'est donc pas de séduire pour rallier à soi, mais de contraindre pour empêcher le ralliement à l'autre. Contrairement aux insurgés dont l'intérêt est de mettre l'accent sur la persuasion, sans exclure la coercition comme nous l'avons vu, les loyalistes ont donc tendance à privilégier la politique du bâton, qui donne en outre de bons résultats dans le court terme. De façon pratique, les insurgés étant assimilés par le pouvoir à des rebelles voire à des bandits ou des terroristes, toute forme d'aide, matérielle ou morale, susceptible de leur être apportée tombe sous le coup de la loi. Sympathisants et militants de la cause insurrectionnelle sont menacés de tracasseries policières et de poursuites judiciaires. Lorsqu'à l'initiative de l'une ou l'autre partie, le cycle de violence s'installe, il ne s'agit plus d'intimider mais de réprimer. Les forces gouvernementales recourent aux arrestations arbitraires, aux interrogatoires musclés, à une justice d'exception expéditive, aux exécutions sommaires. Cependant, à moins de figer la situation par la mise en place d'un régime de terreur en règle se prolongeant dans le temps, comme le fit la Russie en Tchétchénie, ou de mettre en œuvre un génocide, la violence gouvernementale finit par pousser les populations dans les bras de l'opposition. Les rares indigènes qui passent sur les risques qu'il y a à se confier à un Européen n'hésitent pas à dire que la répression aveugle de l'émeute, loin de leur inspirer une terreur salutaire, ne peut qu'inciter les Arabes à quitter les Mechtas pour fuir dans la montagne. Et gagner le maquis, c'est d'une façon ou d'une autre passer au Félaga. Nous le voyons, dans une guerre insurrectionnelle,
les populations sont à la fois objets de convoitise et terrain d'affrontement. Une telle dynamique aboutit en général à la scission du pays en deux parties, cas de l'Indochine, ou plusieurs parties, cas de l'Algérie jusqu'à l'élimination du MNA, cas également de la Syrie des années 2010, pour conduire à la guerre civile. 3. L'asymétrie des forces. L'asymétrie des forces observée dans les guerres insurrectionnelles n'est pas nécessairement à l'avantage du pouvoir, comme on pourrait a priori le penser. Même si elles sont de nature différente, les forces en présence peuvent se valoir. Le pouvoir peut rapidement mettre en œuvre des forces de répression efficaces agissant en outre dans un cadre légal, en termes juridiques, pour lever des troupes, les armées, mettre en place une logistique ainsi qu'une économie de guerre, constituer des zones refuges, se faire entendre des opinions nationales et internationales. L'insurrection dispose en général de la puissance morale de la cause, de l'avantage du nombre et nous le verrons de l'imagination. Dotés donc chacun d'avantages de nature différente, il reste à l'un et l'autre à se disputer les ressources que procure la légitimité morale, c. A1. De l'usage de la force armée. De principe, pour assurer sa mission, un État dispose toujours d'une force de coercition. Pour que cette force soit opérante lorsque la société civile est elle-même autorisée à détenir des armes, il veille à rester en situation de supériorité, à défaut de quoi il perdrait sa souveraineté. Au moment de l'engagement armé, l'État est donc en position avantageuse sur le plan militaire. Dès lors, l'insurrection cherche à se constituer avec le temps une force équivalente, afin de pouvoir s'engager dans un combat de type classique équilibré, à moins qu'elle ne renonce à gagner la guerre sur le terrain militaire pour explorer les autres armes de la guerre asymétrique. A2. De la légalité dans l'action. À sa supériorité matérielle, l'État ajoute la légalité de l'action, ce qui fit dire à Max Weber que l'État a le monopole de la violence physique légitime. Étant nécessairement assimilé par le pouvoir à une atteinte à l'ordre public, une insurrection provoque à ses débuts une mobilisation des forces de l'ordre et de l'appareil judiciaire. Les insurgés sont recherchés et arrêtés avec des moyens policiers, pour être jugés et condamnés par les tribunaux. Si la situation empire, que les moyens civils de l'autorité finissent par être dépassés, l'armée entre en jeu tandis que de nouvelles lois sont votées pour étendre le pouvoir judiciaire. À l'extrême, l'armée se voit confier des pouvoirs policiers et la torture pour le recueil du renseignement est légalisée. La réaction du pouvoir à une insurrection armée repose en général sur l'usage de la force assortie du souci constant d'agir dans la légalité. Si le cadre légal s'avère contraignant, il est modifié pour être élargi à souhait. Pour s'autoriser la torture sans enfreindre les règles du droit international qui interdit clairement la maltraitance des prisonniers de guerre, les États-Unis ont décrété que les individus arrêtés au nom de la lutte antiterroriste n'étaient pas des prisonniers de guerre mais des terroristes. L'exemple de cette pirouette sémantique traduit bien la nécessité, pour un État en situation contre-insurrectionnelle, de conserver l'apparence de la légitimité, même lorsqu'il a recours à des méthodes illégales, et plus encore immorales. Il faut souligner ici que cette capacité technique à refondre les lois à souhait en marge de l'esprit du droit, peut à terme, créer un différentiel visible et insupportable entre légalité et morale. À partir d'un certain seuil, les populations ne considéreront plus ce qui est légal comme nécessairement moral. Cela apparaît comme une évidence lorsque des opposants politiques sont neutralisés par la violence d'État, au nom du bien commun. Ainsi, la légalité est une couverture qui, d'un point de vue stratégique à l'égard des populations, ne peut pas être étirée à l'infini. Pour rester crédible et conserver sa légitimité morale, un État ne doit pas laisser la légalité se dissocier outre mesure de ce que les opinions considèrent comme moralement juste. B1. La puissance de la cause. La cause est un outil de ralliement, comme nous l'avons vu, mais aussi une source de puissance en soi. Un combattant porté par une cause est plus déterminé, et donc plus redoutable qu'un soldat obéissant à des ordres. Contrairement à certaines interprétations partisanes, c'est plus le sentiment de défendre une cause juste et vitale pour leur communauté d'appartenance qui motive les kamikazes que des promesses de gloire ou de paradis. Il suffirait de rendre la cause caduque,
pour tarir le recrutement des volontaires au suicide. Cette guerre de libération de l'Algérie mettra aux prises, nous n'aurons de cesse de le rappeler, une puissance mondiale à une nation désarmée qui de surcroît a été soumise à une politique de dépersonnalisation et d'asservissement pendant plus d'un siècle. Si l'on examine froidement l'histoire militaire contemporaine, on ne découvrira pas un pareil état d'inégalité tant du point de vue du potentiel politique, économique et humain, que du point de vue militaire, effectif, armement, entraînement. Quoi qu'il en soit, la guerre populaire de libération nous donne des atouts. D'abord la force morale d'une cause juste qu'une humanité écrasée et humiliée dans ses ressorts les plus intimes, est résolue à défendre plutôt que de se renier. B2. La dynamique du nombre. Le nombre est l'un des paramètres majeurs de la victoire. De ce fait, il est aussi un indicateur de l'évolution d'une guerre insurrectionnelle. Nous l'avons vu, une insurrection fonde sa force sur les populations, autrement dit sur les civils pour l'essentiel. Son but est donc d'attirer le maximum de monde vers elle, quand celui du pouvoir est au contraire d'empêcher cette migration. De façon imagée, les deux belligérants sont amenés à tirer sur une même chaîne, composée de milliers ou de millions de maillons, au-dessus d'une ligne partageant leurs deux camps. Le nombre de maillons, ou de civils passés aux mains de l'insurrection va définir la force de celle-ci. Du côté du pouvoir, le nombre de maillons perdus ne va pas vraiment modifier sa puissance qui repose sur ses forces armées et ses institutions. Le fait est que, en général, sinon toujours, pour rendre compte de l'évolution d'une situation insurrectionnelle, le gouvernement en guerre se contente de comptabiliser le nombre d'armes saisies et de tuer chez l'ennemi. Paradoxalement pourtant, plus il y a de pertes chez les insurgés, plus ces rangs augmentent. La raison de ce paradoxe qui n'en est pas un, est que la dynamique du nombre, côté insurgé, doit s'appliquer aux populations et non aux combattants. Ainsi, au terme de chaque opération militaire du pouvoir, celui-ci devrait évaluer, pour un combattant éliminé, le nombre de civils qui ont été poussés, en raison de la brutalité des forces gouvernementales, à rejoindre le maquis. Si le ratio est supérieur à 1, cela signifie qu'il est en train de perdre la guerre. Pour un suspect enfermé à Guantanamo, combien de personnes parmi les proches de l'intéressé, jusque-là neutres, vont-elles définitivement haïr l'Amérique ? C'est là qu'intervient la dynamique du nombre. En fait, au cours de ces premiers mois de 1992, l'essentiel de la répression n'était pas dirigé contre les groupes armés, mais contre les civils. Dans tout l'Algérois, où beaucoup de quartiers populaires étaient contrôlés par le FI, les policiers et les services ont agi de façon impitoyable. Des milliers de jeunes qui étaient des militants ou des sympathisants du FI, mais qui n'étaient pas dans la lutte armée, ont été arrêtés, torturés et envoyés dans les camps de concentration du Sud. Plus tard, je comprendrai que c'est à ce moment-là que s'est mise en marche la machine à fabriquer des terroristes. Ceux qui échappaient aux rafles n'avaient d'autre choix que de gagner le maquis. Et 2 ou 3 ans plus tard, ceux qui avaient été arrêtés ont été relâchés. Ils avaient tellement la rage de ce qu'ils avaient subi que beaucoup d'entre eux ont pris les armes. En 2014, au Kenya, une chercheuse de l'Institute for Security Studies a mené une enquête auprès de plusieurs dizaines de membres, ou à défaut, de leurs proches, du groupe islamiste des Chebab et du mouvement kényan sécessionniste Conseil pour la République du Mombasa. Concernant les raisons ayant motivé leur ralliement à l'une ou l'autre organisation, la majorité de ces membres ou de ceux qui ont pu parler pour eux a cité la stratégie de lutte antiterroriste du gouvernement kényan, qui, après les attentats du centre commercial Westgate et de l'université de Garissa, s'en est pris à l'ensemble des Somaliens vivant au Kenya, et l'arbitraire des forces de sécurité antiterroristes kenyanes. À l'égard du camp loyaliste, c'est le contraire. Chaque combattant ou autorité, éliminé ou retourné, affaiblit le pouvoir. De ce côté-ci de la barrière, la dynamique du nombre s'applique aux forces armées et aux institutions. Bien entendu, il n'y a pas que le nombre qui compte. La qualité des recrues n'est pas sans intérêt pour une insurrection. Il peut s'agir de compétences techniques utiles à la guerre, mais aussi de valeurs morales reflétées par un personnage public ayant une influence sur les populations. Quoi qu'il en soit cependant, pour disposer d'une force de manœuvre ainsi que d'un solide réseau de complicité au sein de la société civile, il faut de la quantité. En revanche,
Pour fomenter un coup d'État, c'est la qualité des comploteurs qui compte, notamment leur rang dans l'armée ou leur proximité avec le pouvoir. Dans ce cas, le nombre, autrement dit la quantité, est au contraire un facteur de vulnérabilité. Les 3. Le pouvoir de l'imagination. Le schéma de la guerre insurrectionnelle ne se superpose pas au schéma de la guerre classique, tel qu'il a été théorisé par divers auteurs dont le plus connu est Karl von Clausewitz. Pour cet auteur comme pour la plupart de ceux qui lui ont succédé, la guerre est fondée sur le principe de destruction, la stratégie sur la façon d'utiliser au mieux la violence armée pour atteindre le cœur de la puissance ennemie. Clausewitz recommandait donc d'identifier le centre de gravité de la puissance ennemie, sa capitale, ses forces armées, celles d'un État allié, etc., et de lui appliquer sans interruption le choc général de toutes les forces réunies. Dépassant les théories de Clausewitz qui sont centrées sur la façon d'employer la force armée pour satisfaire un but politique, Erich Ludendorff développa à la veille de la Seconde Guerre mondiale le concept de guerre totale, qui restait donc dans tous les cas attaché au principe de destruction. Selon cet auteur, obsédé par la conservation de la race, l'œuvre d'anéantissement devait être l'affaire de tout le peuple et viser, s'il le fallait, autant les forces de l'ennemi que sa population. Comme dans la guerre insurrectionnelle, la guerre totale exige une direction politique puisqu'il s'agit de mobiliser toutes les ressources du pays, militaires bien sûr, mais aussi diplomatiques, économiques, psychologiques, etc. Cependant, l'objectif restant la destruction de l'ennemi et le temps de paix devant servir à préparer la lutte vitale du temps de guerre, Ludendorff considérait que le pouvoir politique, de caractère absolu, devait revenir au commandant en chef de l'armée. Toutes les théories de von Clausewitz sont à remplacer. La guerre et la politique servent la conservation du peuple, mais la guerre reste la suprême expression de volonté de vie raciale. C'est pourquoi la politique doit servir la guerre. En marge des théories reposant sur le seul principe de destruction, certains auteurs, dont le professeur Hans Delbrück, identifièrent la guerre d'usure qui cette fois, sans exclure le recours à l'affrontement du champ de bataille, considérèrent qu'une guerre pouvait être honorablement gagnée par l'affaiblissement progressif de l'ennemi, affaiblissement qui pouvait être obtenu par des attaques limitées et ponctuelles, le siège de ville, une menace sur les voies de communication ou encore les pressions économiques. Mais pour les détracteurs majoritaires des thèses du professeur Delbrück, la guerre d'usure fut assimilée à un ersatz de la guerre de destruction imposée par les circonstances ou pire, la mollesse, voire la médiocrité des stratèges. La guerre froide, opposant deux partisans historiques de la guerre de destruction, les États-Unis et les Russes, fut un bel exemple de guerre d'usure qui ne dégénéra jamais en guerre de destruction en raison de la peur inspirée d'un côté comme de l'autre par le feu nucléaire, qui n'aurait laissé aucun vainqueur. Ainsi, à la veille de la guerre d'Indochine, la pensée stratégique des militaires comme des politiques occidentaux était centrée sur les principes de la guerre de destruction qui donnaient aux forces armées le rôle principal et qui, dans la stratégie, privilégiaient l'anéantissement du potentiel militaire ennemi. Dans ces conditions, la guerre secrète, la guerre spéciale, l'arme économique, la guerre subversive, la guerre psychologique, la guérilla ou encore le terrorisme, ne furent toujours considérés que comme des formes de combat d'appoint, développées à divers degrés pour soutenir les armes classiques dans leur mission de destruction. L'architecture de ces guerres classiques est pyramidale, avec un sommet occupé par les troupes de choc ou, dans le cas des Américains, les bombardiers. Reposant au moins à ses débuts, sur une asymétrie des forces à l'avantage du pouvoir légal, la guerre insurrectionnelle ne peut que contraindre l'insurgé à déplacer l'affrontement sur tous les terrains, excepté celui de la guerre classique, dans une configuration protéiforme, c'est-à-dire mouvante et polymorphe. L'insurrection a recours, dans des proportions dépassant celles relevant de l'action militaire, à la guerre psychologique, à la guerre subversive, aux alliances, à une économie de guerre s'appuyant s'il le faut sur le crime organisé, etc. Ces zones d'action sont la scène internationale, les métropoles d'où sont issues les forces qu'elle combat, si celles-ci sont étrangères, et enfin, son propre territoire et les pays limitrophes. Sa stratégie, au moins initialement, vise plus à atteindre les esprits qui lui sont accessibles, qu'à ébranler la force matérielle de l'adversaire, globalement invulnérable au commencement. Une insurrection peut d'ailleurs emporter la victoire sans même recourir à la force armée. Gandhi, 1869 à 1948,
donna l'exemple d'une insurrection réussie à l'échelle d'un sous-continent, contre l'une des plus grandes puissances militaires de l'époque par l'usage de la non-violence active, boycottage des produits importés de Grande-Bretagne, grève de la faim, etc. Le printemps arabe a fait tomber plusieurs régimes par le jeu des manifestations de rue, ainsi que par la circulation de l'information et des images aux échelons national et international. Les guerres d'insurrection déclenchées dans les colonies des puissances européennes s'inscrivirent précisément en marge de la pensée stratégique classique, prenant au dépourvu les puissances occidentales, entretenant même, jusqu'à aujourd'hui, des biais dans l'analyse a posteriori des conflits en question. Alors même qu'ils venaient d'être défaits sur le terrain par l'armée française, les insurgés algériens emportèrent la victoire finale. Les artisans de la victoire militaire crièrent à la trahison, lorsque Paris céda aux exigences du FLN. Difficile de concevoir, pour des combattants qui avaient investi tous leurs efforts dans l'œuvre de destruction, que la partie avait été perdue sur le terrain de la guerre psychologique. Le caractère protéiforme du combat insurrectionnel tient au besoin de contourner les systèmes de défense que le pouvoir légal ne cesse de perfectionner. L'insurgé a de principe l'initiative. Il lui reste à élaborer continuellement des modes opératoires originaux, capables de surprendre. Nous pouvons schématiquement considérer que le combat insurrectionnel fait fonctionner son imagination à plein régime sur un plan horizontal afin d'investir tous les terrains possibles, dans une logique pragmatique, tandis que le pouvoir légal se développe verticalement sur une base essentiellement militaire, dans une logique perfectionniste. C'est le combat de l'eau contre le feu. L'eau est un élément terrestre qui se répand et s'infiltre discrètement en investissant, par le simple jeu de la gravité, toutes les failles du terrain d'affrontement, tandis que le feu est un élément aérien bruyant et spectaculaire qui s'élève verticalement sans pouvoir atteindre les profondeurs. C. La légitimité morale. La légitimité se fonde théoriquement sur le droit, mais aussi sur ce que les opinions estiment juste, c'est-à-dire moral. Tout ce qu'autorise le droit n'est pas nécessairement moral, comme le démontre très bien Guantanamo. À une légitimité revendiquant la primauté des lois, que défend le pouvoir, peut donc s'opposer une légitimité morale, soutenue par l'opinion. De même, à défaut d'être légitime légalement, la cause d'une insurrection doit l'être moralement. La création en 1967 du Biafra, aux dépens du territoire nigérian, ne reçut pas l'aval de l'ensemble de la communauté internationale, privant ainsi la cause des insurgés d'une légitimité morale sur le terrain diplomatique et donc de leur seule chance de succès. Malgré les protestations d'ONG et de quelques gouvernements partisans, dont la France, le pouvoir central put vaincre l'insurrection en soumettant toute la région sécessionniste à une famine effroyable. Plus proche de nous, l'instauration de la charia n'est pas perçue par les opinions comme une cause suffisante et légitime. La défense en Mésopotamie du monde sunnite contre la menace chiite l'est beaucoup plus, d'où un certain succès de l'État islamique, même s'il est encore question d'instaurer une charia impitoyable. Se remportant auprès des opinions, la légitimité morale donne l'ascendant moral qui permet de mobiliser les populations à son avantage et aussi d'attirer la sympathie sinon le soutien des pays étrangers. Il y a donc, entre les protagonistes d'une guerre insurrectionnelle, une bataille pour la légitimité morale. L'insurrection comme la contre-insurrection se mène dans et par la population pour gagner d'abord la bataille de la légitimité, parfois comme l'on gagne des voix lors d'une campagne électorale. Les 3 officiers français, auteurs de cette phrase, avaient précisément constaté en Afghanistan que pour gagner une guerre de type insurrectionnel, il faut disposer, au-delà du cadre juridique, d'une légitimité dans l'action. Légitimité qu'il s'agit de gagner à l'égard des opinions publiques ainsi que sur le théâtre des opérations, auprès des populations impliquées. Si les Américains avaient mené un authentique programme de développement de l'Irak au lendemain de l'invasion de 2003, leur action, initialement désapprouvée par une bonne partie de la communauté internationale, aurait gagné en légitimité, tandis que la cause nationaliste réclamant leur départ n'aurait eu au contraire que peu de légitimité. Le combat pour la légitimité morale peut consister à délégitimer l'adversaire. C'est ce que font systématiquement les États confrontés à une insurrection, qualifiant celle-ci de mouvement rebelle conduit par des bandits, voire des terroristes.
Plutôt que de s'adonner au terrorisme, une insurrection a plutôt intérêt, pour gagner la bataille sur ce terrain sensible, à être la victime de l'arbitraire d'État. Dans les suites de la création de l'État d'Israël, la question palestinienne mobilisait peu les opinions. Afin d'inverser la tendance, certains groupes de résistance se livrèrent à partir de 1968 à des actes terroristes relevant, selon la formule de Gérard Chaliand, du terrorisme publicitaire. Ils réussirent ainsi à placer leur cause au centre des débats, mais sans la rendre sympathique. Conservant l'avantage de la légitimité morale, l'État israélien put, sans être inquiété, exercer des représailles à l'encontre de la résistance palestinienne en général et refuser toute négociation avec son principal représentant, l'OLP. Il en alla autrement à partir de décembre 1987, lorsqu'une jeunesse palestinienne excédée attaqua quotidiennement l'armée d'occupation à coups de pierre. La réponse militaire sanglante et disproportionnée d'Israël à cette nouvelle forme de protestation mobilisa cette fois les opinions en faveur de la cause palestinienne. Certains soldats israéliens finirent même par refuser de servir dans les territoires occupés. Les révolutions tunisiennes et égyptiennes du printemps arabe de 2011, qui furent en fait d'abord des insurrections, mirent précisément en lumière, avec le succès que nous savons, l'arbitraire des pouvoirs en place. Les tirs mortels appliqués à des foules pacifiques ne faisant que réclamer plus de justice sociale, furent la preuve visible, portée à la connaissance de la communauté internationale par les médias modernes, de dirigeants centrés sur leurs propres intérêts, sans considération aucune pour le peuple dont ils avaient la charge. Dans ces deux exemples, ayant perdu leur légitimité morale, les souverains durent s'enfuir. Il y a donc, entre les parties en conflit, un combat pour la légitimité morale que la légalité ne suffit pas à assurer au pouvoir, et la cause à l'insurrection. 4. La primauté du politique. La nécessaire dimension politique. La solution ne pouvant pas être militaire, un mouvement insurrectionnel doit tout d'abord s'attacher les populations, clé de la victoire, en leur faisant la promesse d'un avenir radieux. L'approche est politique, le discours tenu auprès d'elle politique bien plus que guerrier. Le combat ne cherche pas à défaire les forces de répression pour un retour à une vie antérieure pacifiée, mais à changer de gouvernance pour rompre avec le passé. Les loyalistes se battent, eux, pour le rétablissement de l'ordre, dans une perspective sécuritaire. Entrés en guerre à partir de 1954, les nationalistes algériens furent assimilés par Paris à des rebelles, voire des bandits ou des hors-la-loi. La guerre ne fut reconnue comme telle qu'en 1999. Jusque-là, il ne s'était agi dans le vocabulaire officiel français que des événements d'Algérie et des opérations de maintien de l'ordre, même si l'armée fut engagée dans de grandes proportions. Pour accroître ses chances de victoire, l'insurrection a même intérêt à donner un avant-goût de son programme politique dès le temps de guerre au sein des zones qu'elle contrôle. Au cours de la guerre d'Indochine, reprenant les recettes de Lénine qui avaient déjà inspiré Mao, le Viet Minh mit en œuvre sa réforme agraire. Celle-ci consista pour l'essentiel à déposséder les propriétaires terriens pour distribuer leurs biens aux sans-terre. Pour le prix d'une minorité de mécontents, l'insurrection put ainsi offrir à la majorité un aperçu flatteur de l'avenir qui l'attendait. Entre la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre 1953, les dirigeants de la République démocratique du Vietnam, RDVN, prirent deux importantes décisions. La première fut d'affronter les meilleures troupes du corps expéditionnaire français en Extrême-Orient, dans une petite plaine nommée Dien Bien Phu. La seconde fut de réunir l'Assemblée nationale en session, afin que les députés adoptent une loi de réforme agraire. Comme le calendrier l'indique, ces deux décisions étaient liées. Dien Bien Phu exigeait en effet une mobilisation sans précédent des moyens dont disposait la RDVN. L'essentiel de ceux-ci reposant sur la masse paysanne, c'est donc sur elle que le régime concentra ses efforts. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.